Très rapidement, parce qu'il est déjà tard, et je préfère laisser le temps de parole à mes collègues Henri Pellegrini et Antoine Flao. On va parler finalement de santé mondiale et de santé globale. Alors, c'est quoi la différence? C'est pas uniquement de la sémantique, je pense qu'il y a dans la santé globale une notion, des notions qui sont très particulières, en ce qui me concerne en tout cas, et vous sans doute aussi, la notion d'équité dans l'accès aux soins, dans l'accès à la vaccination, question qui se pose d'ailleurs, on l'a discuté dans la table ronde précédente, tout autant dans nos pays nantis, malheureusement, partie importante de la population, on imagine qu'en Europe, 16% de la population est sous seuil de pauvreté, c'est quand même difficile à croire. Mais c'est la réalité et on sait les conséquences que ça a en matière de pandémie. Mais il y a quand même globalement ce problème de l'équité vis-à-vis des pays du Sud, comme ça. Il est certain que dans la période de turbulence de la première, de la deuxième année, quand le vaccin est apparu, nos pays n'ont pas été particulièrement généreux, je dirais, par rapport à nos populations du Sud, et les choses se sont probablement mises en place très progressivement, mais avec des écarts quand même importants. Donc la question, c'est au fond comment nos mécanismes de soutien à ces pays du Sud ont fonctionné, Gavi et d'autres, et puis surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces pays, au fond, prennent les choses en main et assurent, on a beaucoup parlé de notre souveraineté industrielle dans cette période, il faut aussi sans doute que ces pays, sous une forme ou sous une autre, puissent établir une souveraineté sanitaire en matière de production de médicaments, en matière de production de vaccins. Comment peut-on aider? Est-ce par cette éternelle discussion à propos des brevets? Est-ce par le transfert de technologie? Est-ce par le fait que l'Afrique, par exemple, s'est fixé des objectifs assez ambitieux d'autosuffisance dans la production de médicaments et de vaccins pour les années 2030-2050? On sent que les courants sont en place, on sent qu'une certaine émancipation est en place aussi dans les pays du Sud, pour le meilleur et pour le pire, pour les pays comme le mien par exemple. Mais bon, voilà, on est dans une période de turbulence. Covid-19 l'a probablement, dans une certaine mesure, non pas créé, mais accentué, accéléré, et je pense que vous serez en mesure de nous éclairer sur un certain nombre de ces aspects. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur Sansonetti. Alors, nos deux orateurs ont fait le voyage depuis la Suisse et la France pour se joindre à nous. Merci. Docteur Henri Pellegrini, vous êtes virologue et experte en santé publique, ancienne sous-directrice générale de l'OMS, vous avez été directrice de la recherche à l'INSERM à Paris. Vous présidez aujourd'hui le conseil d'administration de la Fondation Medicines Patent Pool, qui est basée à Genève, et celui de l'initiative Drugs for Neglected Disease. À vos côtés, le professeur Antoine Flao. Vous êtes médecin épidémiologiste et professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève, ainsi qu'aux hôpitaux universitaires de Genève. Vous avez dirigé l'école des hautes études en santé publique à Rennes et le centre de l'OMS pour la surveillance électronique des maladies. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la Swiss School of Public Health, basée à Zurich. Et c'est une surprise pour personne que vous êtes là, puisque depuis ce matin, vous avez encore posé des questions et participé au débat. Alors, professeur, docteur Kenny, l'inéquité dans l'accès aux médicaments, aux vaccins pendant la période de la pandémie, bah, ça s'est vu, plus encore que d'habitude. Je pense que vous allez nous résumer un peu la situation avant qu'on rentre dans le vif du débat. Oui, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Ça m'a permis de revenir à Bruxelles, que je l'ai depuis longtemps, et puis de voir ces collègues et amis que je n'ai pas vus pour certains depuis le début de la pandémie. Alors, comment fais-je pour passer bien tout seul? Non, je pense pas. Voilà. Alors, on a parlé depuis ce matin de la préparation de pandémie, du vaccin, l'accès au vaccin dans nos pays, de ce qu'il fallait faire, comment on sait la politique, quelles sont les atteintes aux libertés qu'on a dû faire pour penser à protéger nos populations. Et en fait, on a peu abordé le fait que ça a été des problèmes qui sont posés surtout en Europe et dans les pays riches, et qu'en fait la dynamique dans d'autres pays était tout à fait différente. Alors qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a appris? L'accès au vaccin pendant la crise du Covid et comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a appris pour faire mieux la prochaine fois. Alors, juste quelques diapositives pour montrer effectivement, on a eu le vaccin Covid, on a eu la course à la R&D, donc un peu moins un an à peu près, à la vaccination de masse. Alors, qu'est-ce que ça a donné ici? 19 vaccins autorisés en mars 2022, comme c'est à peu près le même chiffre que ceux qu'a présenté Paul-Henri. Vous voyez tous ces vaccins de toutes les sortes, des vaccins inactivés, vectorisés, sous-unitaires, etc. Et on voit ici nos deux vaccins à ARN messager, Spikevax de Moderna et Comirnaty de BioNTech, qui ont été ceux qui ont gagné, les gagnants de cette course, surtout Pfizer. Alors, regardons dans un pays ici en France l'avancée de la campagne de vaccination en mars 2022. Vous voyez ici, ça a été mentionné aussi bien que la France fasse partie des champions des antivax. On voit quand même que, en particulier en raison de la mise en place du pass vaccinal et du pass sanitaire, en fait on voit que les taux de vaccination ici en février 2022 étaient énormes, plus de 80% dans toutes les populations d'adultes et moins chez les adolescents, puisque au moment où les vaccins ont été disponibles pour les adolescents, on savait déjà beaucoup plus de choses, et notamment on savait que la vaccination n'entraînait pas une immunité de population. Mais qu'en est-il du reste du monde? Alors vous voyez ici sur le panel de droite, vous voyez les taux de vaccination dans d'autres pays. Vous voyez ici en mars 2022, le champion du monde était le Portugal, suivi par le Chili, l'Espagne, etc. On avait la France, je ne crois pas que j'ai la Belgique, je suis désolée pour ça, mais la France, c'est pas trop mal, se place pas trop mal ici. Et puis vous voyez que ça descend, et est-ce que vous voyez ici, quand vous voyez cette diapositive à côté, où vous voyez les réussites au niveau mondial, vous ne pouvez pas ne pas voir qu'il y a une tache claire, et cette tache claire est vraiment représentée par le continent africain. Il y a différentes sortes de verres, mais là, on ne peut pas ne pas voir cette tache énorme basée sur l'Afrique. Alors, d'un point de vue de la conclusion pour cette partie, on a eu des vaccins qui ont été développés en un temps record. Effectivement, on parle par rapport à 10 années et plus pour le temps de développement des vaccins habituellement. Le coronavirus, c'est 1 an et un peu moins. On a eu une production massive et des campagnes de vaccination efficaces dans il y avait des vaccins, mais des inégalités flagrantes en manière d'accès et des déficits de vaccination, surtout en Afrique. Et l'Afrique est la seule région du monde sans capacité de production de vaccins, à part une toute petite capacité, encore en sommeil, de l'Institut Pasteur de Dakar pour du vaccin contre la fièvre jaune. Alors, que peut-on faire? Effectivement, tout le monde s'est posé la question, pourquoi c'est pas juste qu'il faut partager, etc. Mais les pays africains ne l'ont pas vu comme ça. Et le Sud global ne l'a pas vu comme ça. C'est en disant, en fait, vous pouvez toujours parler de partager, mais en fait, quand il y a une crise, c'est pour vous. Et que voulez-vous que je vous dise, quand vous avez un problème et si vous n'avez pas grand-chose à manger, vous donnez plutôt à manger à votre fils que vous le donnez à manger au voisin de l'autre côté de la rue. Et donc, ils en ont retiré cette demande fondamentale en disant ça suffit d'avoir à attendre la générosité de votre part, nous voulons être responsables, nous voulons être maîtres de notre destinée et nous voulons avoir des capacités de production de vaccins dans les pays à revenus sans eux, faire les intermédiaires et en particulier en Afrique. Alors, c'est un message qui a été entendu par tous les politiciens et beaucoup de pays sont allés voir les Africains en disant combien voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez, etc. Certains producteurs se disent bon, on va faire quelque chose en Afrique, mais la plupart veulent faire en fait ce qu'on appelle du flaconnage. Alors, on a déjà du cartonnage pour commencer. S'ils savent faire du carton, on va faire des flacons. Et puis, peut-être un jour, on va penser à la matière première. Mais ce n'est pas la réponse qui est attendue. Et donc l'OMS, et pour ça, donc je suis la présidente du conseil d'administration du Medicines Patent Pool, et c'est à ce titre-là que j'interviens ici. Et donc le Medicines Patent Pool et l'OMS ont fait une coalition pour lancer un programme de transfert de technologie du vaccin ARN messager vers les pays à revenus faibles et intermédiaires. Alors pourquoi le transfert du vaccin ARN messager? D'abord pourquoi?
Parce que c'est pour améliorer la sécurité sanitaire dans ces pays à revenus faibles et intermédiaires, grâce à une production régionale et durable de vaccins ARN messagers. Pourquoi? Parce que le vaccin ARN messager, c'est une technologie qui est un peu compliquée, mais pas si compliquée que ça, et qui est très versatile d'un point de vue de l'utilisation qu'on peut en faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est un programme de transfert de technologie qui est un modèle de coopération qui veut développer une technologie durable avec le Covid-19 comme modèle. Troisième principe, l'équité. Deuxième, le partage de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que ce qui est généré par un des membres du réseau doit être accessible à tous. Et une durabilité par la mise en place d'une capacité de production durable, mais aussi avec des politiques cohérentes et des investissements adéquats, en particulier pour créer des marchés pour ces nouveaux vaccins. Alors, quel modèle? C'est un modèle de centre de transfert d'ARN messager. Vous savez que d'habitude, ce qui se fait dans le transfert de technologie, et l'industrie, c'est le seul modèle qui marche, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est que d'habitude, c'est bilatéral. Vous avez un donneur de technologie et de l'autre côté, vous avez un receveur, et c'est un accord et un transfert de l'un à l'autre. Et donc, ça ne se fait que de façon volontaire. Et effectivement, on ne peut pas obliger à partager à quelqu'un qui ne veut pas. Et on a vu que les grands industriels qui avaient développé la technologie n'étaient pas prêts à partager la technologie. Alors, ce qui a été fait, c'était de créer ce qu'on appelait un hub, donc c'est un centre qui s'est engagé et qui s'est mis en place pour réinventer la technologie de l'ARN messager en copiant autant que possible ce qu'on savait de la technologie de Moderna et qui était disponible dans le secteur public. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, les brevets sont publiés, etc., pour reconstituer cette même technologie en Afrique du Sud. Alors, vous nous dites, mais c'est illégal de faire des copies. Ah ben non, les brevets, c'est territorial. Et les endroits où vous n'avez pas de brevet, vous pouvez absolument faire une copie, vous êtes dans la légalité la plus complète. L'analyse qui a été faite, c'est qu'au moment où on a commencé, des brevets sur l'ARN messager, il en existait effectivement, il y a un brevet de Moderna qui existe en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud a un bureau de brevet qui est juste un bureau d'enregistrement. Mais par contre, dans tous les autres pays dans lesquels on travaille, eh bien, cette technologie est libre d'accès. Donc, quel budget? Combien ça coûte? Eh bien, le budget a été évalué à un peu plus de 100 millions d'euros et les subventions qu'on a pu avoir couvrent 80% des besoins jusqu'en 2026. Alors, ce consortium sud-africain a été sélectionné par l'OMS à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Il y a 3 partenaires. Afrigène est une petite biotech qui est le développeur de la technologie, aidé de consultants, de tous ceux qui l'ont bien voulu aider. Il y a Biovac, qui est le producteur de vaccins local, mais qui pour le moment ne fait que du flaconnage, et qui est le premier dessinateur de la technologie, et le MRC, donc les chercheurs sud-africains, qui sont là pour la mise en place de la recherche pour développer un pipeline de vaccins. Ce projet est soutenu par l'Union africaine, le CDC africain et le ministère, le gouvernement sud-africain. Et l'OMS et le MPP en sont des co-responsables au niveau international. Donc, après l'étape de recherche et développement et validation en laboratoire, on a pu démontrer, ici je ne vais pas rester là-dessus, que ce vaccin induisait une réponse immunitaire forte équivalente à celle du vaccin Moderna chez la souris, mais aussi chez le hamster, animal qui était protégé contre une épreuve virulente par le SARS-CoV-2. Le transfert de technologie a déjà démarré avec un processus de partage des technologies et du savoir-faire avec ceux qui sont les récipiendaires, qu'on avait appelés des spokes, maintenant on les appelle les partenaires, dans les pays qui étaient intéressés et dont les laboratoires et les producteurs ont aussi été sélectionnés par l'OMS. Et donc le transfert de connaissances initié en 2023 concerne 15 compagnies, dont 10 compagnies avaient déjà l'année dernière reçu une formation d'introduction. Comme vous voyez, ce sont les taches vertes, bleues que vous voyez ici. Vous voyez que ce transfert de technologie va se faire dans les pays à revenus moyens et intermédiaires dans toutes les régions du monde et en particulier dans plusieurs pays africains. Durabilité, bien sûr, la durabilité, il faut travailler ça là-dessus depuis le début. Il ne s'agit pas seulement de technologie, il s'agit de pouvoir façonner le marché,
que les pays mettent en œuvre des mécanismes de passation de marché appropriés pour que les producteurs puissent trouver un endroit pour vendre ces vaccins, sinon ça va s'arrêter. Il faut pouvoir renforcer la confiance des populations dans les produits fabriqués localement. Après ça, développer effectivement les capacités à la fois humaines, la main-d'œuvre qualifiée, les capacités de production, renforcer les systèmes de réglementation nationaux, etc. Et donc, tout ce projet a démarré en 2021 a été quelque chose qui avait été demandé en particulier par l'Afrique du Sud, mais pas seulement. Et nous espérons avoir une validation finale de la plateforme au courant du milieu de cette année par des épreuves chez les primates non humains qui vont se faire en France, chez Roger Legrand, pour valider la plateforme et plus tard dans l'année, donc un essai clinique chez l'homme qui valide aussi le produit sur un modèle de Covid-19 chez l'homme. Donc il est possible de faire du transfert de technologie à plusieurs partenaires. Il faut pour ça avoir une volonté politique, des volontés politiques surtout des pays récipiendaires et aussi des pays qui veulent soutenir cet effort en vue d'arriver à une souveraineté des pays qui le souhaitent pour être en charge de leur propre destin dans le cas quand il y aura une nouvelle pandémie. Merci beaucoup. Professeur Cao, on vous parle de transfert de technologie dans le cadre du médecine Delcourt. Il y a eu un transfert de technologie d'une certaine façon qui a été organisé par l'Université d'Oxford avec AstraZeneca. Ils ont fait le choix d'une méthode de production un peu particulière. Ils ont dit voilà, pour une partie du monde, on va transférer la technologie au Serum Institute of India. Et ça, pour vous, c'était mieux par rapport à ce qu'on pouvait faire pour s'écarter de l'approche nord-sud traditionnelle? Oui, je ne sais pas s'il faut dire mieux, je ne sais pas si... Je ne sais pas si la connotation morale est nécessaire. Ce qui est important, c'est l'accès des produits dans les pays, dans tous les pays du monde. Et ce que l'on a pu voir, c'est que le projet COVAX, porté par Gavi et par l'OMS, n'a pas été suffisant. Et donc, oui, il y a eu d'autres initiatives qui ont apporté des vaccins dans les pays les plus pauvres de la planète, en particulier d'abord, je dirais, les Chinois. Il faut savoir que la moitié des vaccins qui ont été dispensés dans le monde viennent de Chine. Et l'autre initiative, qui est liée à une université qui a eu depuis très longtemps une grande préoccupation de santé globale, c'est l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et c'est vrai que l'université d'Oxford a choisi un partenaire industriel qui était AstraZeneca, à la condition expresse que AstraZeneca accepte que le Serum Institute of India puisse fabriquer sous licence ce produit, leur vaccin, à prix coûtant, en tout cas sans les bénéfices qu'AstraZeneca pouvait faire dans les pays les plus riches. Et cela dit, cette initiative a des limites, et je pense qu'elle justifie l'initiative qu'a montrée Marie-Claude Kenny, c'est qu'au moment où les vaccins auraient pu être disponibles pour l'Afrique, a émergé le variant Delta en Inde, et ce variant Delta a fait que l'épidémie en Inde était tellement importante et grave, les hôpitaux submergés, que le gouvernement d'Inde a choisi de nourrir son fils plutôt que le voisin de l'autre côté de la rue, et donc a décidé un embargo sur les doses pendant une période qui a été préjudiciable à l'Afrique. On dit beaucoup de choses sur l'Afrique, notamment sur le Covid, les Africains ont été résistants, etc. Des études qui ont été menées, par exemple, dans les morts de Zambie, ont montré qu'ils ont eu autant de Covid que nous, simplement, comme pour la grippe. On croit toujours que la grippe n'est qu'un problème du Nord, mais la grippe ou le Covid a attaqué les pays du Sud qui, malheureusement, ne les ont pas enregistrés, ne les ont pas diagnostiqués, ne les ont pas testés, et donc l'épidémie est passée à bas bruit. Il est vrai quand même que la pyramide des âges de l'Afrique, avec un âge médian qui est de 25 ans par rapport aux 47 ans
de la Belgique fait que l'Afrique a moins souffert malgré toute la pandémie. Mais toujours est-il que les solutions multiples sont probablement une des solutions, et c'est vrai que l'accord avec Serum Institute of India était extrêmement intéressant. Marco Chini, ce qui manquait dans cet accord-là, c'était que c'était pas un accord qui concernait aussi, ça concernait une entreprise privée plutôt que le domaine public, ou c'était pas un lien entre privé et public. Qu'est-ce qui serait l'idéal en fait pour s'assurer qu'à aucun moment ça coince? Bon, dans un état d'urgence, la plupart des réactions sont irrationnelles, hein, et y compris d'ailleurs des réactions des gouvernements qui sont tiraillées de toutes parts des demandes de leur population, etc. Donc c'est difficile d'avoir disons, des réponses qui sont totalement bien organisées, et notamment quand il s'agit de faire quelque chose pour les autres, pour ceux qui ne sont pas vos propres électeurs. Mais ce que j'ai regretté beaucoup quand il a s'agit de mettre en place des mesures pour essayer de restaurer une certaine équité dans l'accès au vaccin Covid, c'est qu'on a complètement oublié la façon dont ça avait fonctionné pour le vaccin H1N1, pour la pandémie de grippe H1N1 en 2009-2010. Donc à l'époque j'étais à l'OMS et j'étais responsable en fait de l'initiative de distribution des vaccins que l'OMS a mis en place. Alors donc, quantitativement ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le Covid, mais quand la pandémie de grippe H1N1 qu'on pensait très mauvaise d'un point de vue mortalité a éclaté, l'OMS m'a chargé de me renseigner chez tous les producteurs pour voir est-ce qu'il y a du vaccin. Est-ce que l'OMS peut acheter du vaccin, ou peut faire acheter du vaccin pour distribuer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, que non, même pas, que tout avait été prévendu. Donc il n'y avait rien à acheter, ce n'était pas une question d'argent pour payer, il n'y avait rien à acheter parce que tout était vendu. Et donc c'est là qu'en discussion avec les pays, avec les Américains en premier lieu, mais les Allemands, les Anglais, les Français, tous ceux qui avaient acheté du vaccin, qu'on a eu cette initiative, que les pays ont accepté de mettre en place une initiative dans laquelle ils acceptaient de donner à l'OMS 10% du vaccin qu'ils avaient acheté pour eux-mêmes. Alors 10% c'est à la fois beaucoup et peu, hein, mais bon, 10%, il y a 10% de perte, donc 10%. Et de la même façon, on a pu travailler avec les industriels qui ont eux aussi accepté de donner 10%. Et ce qui était important, c'est que ce n'était pas 10% dans un an, c'était 10% au temps réel de la production. Donc à ce moment-là, on ne s'est pas placé dans le circuit marchand. On s'est placé à côté et on a eu accès à des vaccins au même moment que les pays. Après ça, il y a eu des problèmes de réglementation, etc. Mais alors que quand COVAX est mis en place, COVAX est mis en place en tant qu'acheteur. Et COVAX voulait acheter moins cher que les autres. Donc COVAX, pour les pays pauvres, s'est trouvé dans la file des acheteurs. Et donc a été continuellement dépassé par ceux qui voulaient dire plus, qui avaient plus d'argent, etc. Il s'est retrouvé très tard dans la... Et au départ, COVAX ne voulait pas accepter les donations des pays. COVAX ne voulait qu'acheter. Et donc, ce que je dis, j'ai trouvé dommage qu'on ne s'est pas inspiré de ce modèle, de ce qu'on avait mis en place pour H1N1, pour commencer tout de suite à avoir des vaccins pour lesquels la logique sortirait des systèmes commerciaux. Le transfert de technologie, vous avez parlé de ces brevets. On a entendu pendant la période du Covid, d'ailleurs de la pandémie, vous l'avez dit vous-même, à un moment, beaucoup de gens dire oui, mais pourquoi les pharma ne transfèrent pas les brevets, pourquoi ils ne lèvent pas les brevets. La vérité, en fait, c'est que quand les sociétés pharmaceutiques disaient transférer un brevet et juste ça ne sert à rien, c'était vrai. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir le brevet si on ne sait pas comment faire le médicament ou le vaccin. Alors c'est vrai, c'est essentiellement vrai. Il faut donner un accès au brevet et un accès au savoir-faire, parce que sinon c'est difficile, sauf à travailler avec des sociétés qui savent déjà faire. Donc, mais d'un autre côté, effectivement, penser que la levée du brevet uniquement, c'est pour ça que ça a été beaucoup combattu par l'industrie et par les pays qui soutenaient leur industrie, au moment d'une pandémie,
n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'en fait, il faut, dans la période interpandémique, et c'est ça qui est discuté aussi dans toutes les discussions sur le traité pandémique, ou le pandemic accord, comme on dit, actuellement, c'est savoir comment on peut avoir un transfert de connaissances et de technologies avant qu'on soit dans une crise. Et là, il y a le brevet, évidemment, mais il n'y a pas seulement les brevets. Et donc, lever des brevets pendant la pandémie sur des molécules, des petites molécules, des molécules chimiques comme des médicaments, ça pouvait changer la dynamique. Lever des brevets sur des produits compliqués qui n'étaient pas faits en dehors des compagnies qui le maîtrisaient, au milieu de la pandémie, avec quand même peu de chances d'avoir un impact sur l'évolution de la pandémie. Si l'on veut transférer la technologie, on a besoin du savoir-faire de l'industriel. La puissance publique, à part dans quelques pays, n'est pas capable de faire des médicaments ou des vaccins dans la plupart des cas. Et si on a besoin du concours des industriels, la première des choses n'est peut-être pas de lever les brevets. C'est-à-dire que la levée des brevets doit pouvoir s'organiser, doit pouvoir s'écouter, mais parfois il y a des exemples où on n'exige pas de la levée de brevets et ça peut fonctionner. Y compris même dans l'acheminement. Je pense par exemple, peut-être ça va choquer certains, mais je pense à Gilead et aux produits, aux antiviraux contre l'hépatite C, qui ont été fournis par ce gros industriel pharmaceutique nord-américain à des prix très différenciés entre les pays riches et les pays à moyen niveau de revenu, voire à très faible niveau de revenu. Et finalement, si au bout du compte, tout le monde a le produit dans des conditions satisfaisantes, avec des hauts standards de qualité, on sera content. Donc je pense que la levée du brevet peut être un des outils, parfois est une menace qui peut être suffisante pour aussi convaincre l'industriel, mais il faut bien savoir qu'on aura besoin à un moment donné, dans bien des cas, du concours de l'industriel. Mais on aura besoin du concours de l'industriel pour ça, et moi, ma question suivante, c'est comment est-ce qu'on organise le contrôle, la régulation qu'on peut avoir ici, quand parfois on a affaire à des régimes où il y a une corruption qui est très forte. Comment est-ce qu'on assure le même niveau de sécurité qu'on peut assurer en Europe? Bon, alors il faut effectivement travailler sur la mise au niveau des autorités de réglementation, ça c'est pour la qualité du produit, ça se fait. L'OMS a un programme depuis des années là-dessus, et maintenant le nombre de pays, même dans les régions plus pauvres, qui ont un niveau réglementaire qui est approprié, augmente. Hein, c'est de plus en plus le cas. Alors après ça, le Medicines Patent Pool, dont je suis donc la présidente du conseil d'administration, son modèle de fonctionnement, son business model, ce n'est pas de faire du transfert de technologie. En fait, on a une fondation dont le rôle est de négocier des accords de licence avec les grands pharma pour pouvoir les sous-licencier à des génériqueurs et donc obtenir au moyen d'une compétition, c'est pas, on ne fixe pas les prix, mais quand on donne une licence à plusieurs génériqueurs indiens ou chinois, ils commencent à produire, après ça, par le biais, ils se concurrencent les uns les autres et on a un effet sur la baisse des prix. Et donc c'est par ce biais que le monde a eu accès en fait, à des produits contre le VIH-Sida, c'est pour ça que ça a été développé, à des prix qui sont sans commune mesure à ce que même les pharma essaient de donner à des prix cassés. Alors ce que fait le Medicines Patent Pool, quand on donne un brevet, c'est qu'on fait un suivi et on a des réunions trimestrielles avec les licenciés pour regarder, on ne fait pas des inspections physiques, mais regarder dans leur livre de compte qu'est-ce qu'ils ont produit, où vont les médicaments. Ces médicaments doivent avoir un pactage qui est différent du pastage de l'original, pour qu'ils puissent être différenciés. Et donc, autant que possible, on essaye de s'assurer qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle du leakage, donc la fuite de ces produits qui sont faits par les génériqueurs qui viendraient se remettre sur les premiers marchés. En général, ça marche. J'ai un chiffre, 60% des besoins en médicaments d'Afrique qui pourraient être couverts en 2030. Ça, c'est quelque chose de possible. On est quand même en 2024. Donc, je me dis, ça fait 6 ans. Est-ce qu'en 6 ans, on peut changer à ce point la donne?
Alors non, c'est pas possible, mais parfois il faut fixer des buts qu'on sait qu'on n'atteindra pas. Mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, il y a eu beaucoup de paroles depuis que ça a été fixé et on n'a pas beaucoup avancé. Mais il faut savoir aussi de quoi parle-t-on quand on parle de production locale. Encore une fois, est-ce qu'un cartonnage de gélules, c'est de la production locale? Oui. Est-ce qu'un flaconnage, c'est de la production locale? Donc, on n'arrivera pas vraisemblablement aux 60% à l'horizon, mais ce qu'il faut, c'est d'avoir une dynamique où la situation change. Le problème qu'on a aussi, c'est que les producteurs, les nouveaux producteurs en Afrique n'arriveront pas, pendant très longtemps en tout cas, à gagner la compétition sur des prix avec un génériqueur indien. Quand vous avez Serum Institute of India est le plus grand producteur de vaccins au monde, pas en termes de chiffre d'affaires, mais en nombre de doses, les économies d'échelle qu'ils font et leur capacité, etc., font qu'ils ont des prix qui sont imbattables. Donc ça veut dire aussi que quand on parle de souveraineté de production de médicaments, il faut d'une part que les pays acceptent de devoir, sur une partie de leur approvisionnement au moins, payer plus cher. Si vous voulez acheter localement et si vous voulez une souveraineté, il faut accepter que ça va coûter. Mais quand vous avez une assurance pour votre maison, vous espérez que vous n'aurez pas un incendie. Hein, ça vous coûte quand même. Ça, c'est une première chose. Et il faut aussi que les grands acheteurs, comme Gavi, comme le Fonds mondial pour les médicaments, comme PEPFAR, commencent à accepter aussi, pour une part de leur approvisionnement, d'acheter aussi des produits qui sont un petit peu plus chers, parce que jusqu'à présent, les donateurs ne voulaient pas. Alors Gavi est en train de faire le tournant, de prendre ce tournant, et d'accepter de financer une partie de ces approvisionnements chez les producteurs locaux, quand bien même le prix serait plus élevé. Bon, juste pour peut-être prolonger un peu cette utopie des 60% à l'horizon 2030, c'est peut-être un sujet sur lequel l'Europe peut se positionner sur le plan politique. C'est-à-dire que l'OMS a adressé une liste de médicaments essentiels. La question qui peut se poser, c'est est-ce que ces médicaments essentiels ne devraient pas devenir des biens publics mondiaux? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un accès facilité à l'ensemble de ces médicaments essentiels? Aujourd'hui, on a parlé de l'Afrique, un grand nombre de médicaments qui circulent en Afrique sont sous standard. L'OMS a défini cette notion de médicaments sous standard. Ce n'est pas tellement la contrefaçon qui gêne l'OMS. Vous savez qu'il y a des industriels, notamment chinois, qui, la nuit, font tourner la machine à médicaments pour fabriquer du médicament qui n'est pas sous standard, mais qui est contrefait. Celui-là circule, à la limite, il n'est pas sous standard. Ce qui nous gêne, c'est quand le médicament que l'on vend, qu'on croit être un antibiotique, est totalement falsifié et n'a pas les propriétés. Et c'est peut-être une majorité des médicaments qui circulent aujourd'hui en Afrique. Donc, il y a un vrai problème, parlait Philippe tout à l'heure, d'équité, et on pourrait même parler aussi de droit humain ici, qui est un droit à ces médicaments essentiels. Et je pense qu'il y a une carte à jouer, si je puis dire, sur le plan global, que l'Europe pourrait porter, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas tellement qui d'autre la porterait, où on pourrait espérer que ces médicaments essentiels deviennent un jour des biens publics mondiaux. L'Europe, qui sont les acteurs, Marie-Paul, à mobiliser pour parvenir à faire ce transfert de compétences de façon correcte et assez rapide finalement? Alors, tous les pays qui veulent effectivement œuvrer à ça, on voit les pays européens sont très engagés là-dedans. On a le projet de transfert de technologie financé par la France, mais aussi beaucoup par la Belgique, par exemple. Et donc, dans la négociation de ce traité ou de cet accord pandémie, un des points saillants pour lequel on voit un affrontement des Nord et du Sud, c'est cette question de transfert de connaissances, transfert de technologie. Et ce que dit l'industrie, c'est que l'industrie dit qu'ils ne peuvent pas transférer une technologie parce que, pour beaucoup de raisons, et on ne peut pas forcer un partenaire à transférer. Bon, alors il va transférer, mais il va tellement traîner le pied que ça va se faire en 10 ans à la place de pouvoir se faire en 1 an. C'est pas possible, ça doit être volontaire. Mais si on arrive effectivement à démontrer que le modèle où on peut assembler un groupe
d'experts et d'avoir recréé une technologie et la mettre à la disposition, ça pourrait faciliter ce genre de discussion. Mais pour ça, il faudrait que ce projet du genre de ce qu'on a mis en place ici soit multiplié. Il faudrait, comme dit Antoine, identifier les produits qui devraient faire l'objet de ce genre de démarche ou de plateforme, et à ce moment-là mettre en place ce genre de transfert de technologie multidirectionnel pour ceux qui voudraient acquérir cette technologie. Mais à ce moment-là, il faut aussi avoir des accords régionaux, parce que ça n'avait pas de sens que deux pays, je prends des exemples parce qu'ils sont tout petits, que le Burundi et le Rwanda commencent à faire de la compétition pour fabriquer le même produit, ça n'a pas de sens, la population est trop petite. Donc voir quels accords peuvent se faire au niveau régional pour pouvoir partager en fait la responsabilité de ces produits essentiels au niveau régional. Professeur Clairaut, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander de résumer votre cours d'une année en 5 minutes, mais bon, je vais quand même vous demander de nous expliquer ce qu'est la santé globale. Vous ne parlez pas de santé mondiale, vous parlez de santé globale. C'est pas que de la géographie, c'est pas que de la rhétorique, et c'est extrêmement intéressant justement de savoir, mais alors je sais que je vous demande presque l'impossible. Non, parce qu'en fait, vous avez tous ici, enfin, je crois qu'au cours de cette journée, tous les mots-clés de la santé globale ont été donnés. À Genève, quand on a décidé de créer l'Institut de santé globale, on a essayé de réfléchir à ce que ça pouvait être la santé globale. Et il n'y a pas de définition comme celle de la santé, par exemple, que l'OMS donne sur son site internet. On n'a pas de définition de la santé globale qui soit unanime. Donc, ce que je vais proposer, c'est plutôt la vue que nous avons à Genève de ce que peut être la santé globale, mais qui, encore une fois, a été énoncée ici. Vous allez retrouver pratiquement tous les mots-clés. Nous, on propose qu'elle soit basée sur six grands piliers, 6 mots-clés. Et en effet, la géographie en est un. Global, c'est quand même mondial. C'est-à-dire qu'elle en est un, mais d'une façon qui doit être pensée de façon multilatérale. Ce qui est... ça, c'est clair. Et de façon... l'OMS, ou l'ONU, de façon générale, regarde l'internationalisation d'une façon multilatérale, c'est-à-dire qui n'est pas justement nord-sud. Elle est nord-nord, elle est sud-sud, elle est est-ouest. Elle doit être comprise d'une façon qui, encore une fois, n'est pas juste on va aider les pauvres du sud avec une vision quelque part qui est très post-coloniale. Donc c'est ça, dans la santé globale, je crois qu'il y a un effort qui est cet effort de coller au multilatéral. La deuxième caractéristique, c'est la transdisciplinarité. En effet, ici, elle a été beaucoup dénoncée. La transdisciplinarité, c'est plus que l'interdisciplinarité. Parce que l'interdisciplinarité, on la connaît bien, elle est académique. C'est de dire qu'il faut que des sociologues, des modélisateurs, des épidémiologistes, des vétérinaires, des ingénieurs travaillent ensemble. La transdisciplinarité va au-delà de cela. Elle dit il faut de l'interdisciplinarité, mais autour de la table, il faut aussi qu'il y ait le secteur privé, par exemple. Il faut que les industriels du médicament soient autour de la table quand on s'intéresse à Ebola ou à Covid, parce que s'il faut des congélateurs à moins 80 degrés, autant le savoir dès le début. Sinon, on va se tromper. Et puis, il faut qu'il y ait la société civile. Si vous vous intéressez à Ebola et qu'il n'y a pas Médecins sans frontières autour de la table, peut-être que vous avez manqué beaucoup d'informations et aussi de données de terrain, etc. Il faut qu'il y ait peut-être, par exemple, comme le COVAX, on invite les gens qui sont les représentants des patients, etc. Donc, je pense qu'on en a beaucoup parlé, cette transdisciplinarité, elle est vraiment en action ici, dans cette salle. Ce qui n'a pas été dit ici, peut-être, parce que c'est peut-être un petit peu méthodologique, mais c'est si on s'intéresse à la transdisciplinarité, il faut probablement mobiliser des méthodes un petit peu innovantes et particulières, qu'on appelle en anglais, j'ai du mal à le traduire, system thinking, pensée systémique, je ne sais pas bien, mais qui sont des approches un petit peu particulières qui permettent de gérer cette transdisciplinarité sur le plan académique, on va dire en tout cas. Une des choses qui a été beaucoup dite ici, c'est l'innovation accessible. Philippe a parlé d'équité et Marie-Paul montre comment on peut la mettre en œuvre. La santé globale va chercher
sans avoir une fascination excessive, mais va chercher les innovations disponibles pourvu qu'elles puissent être accessibles. Donc l'innovation est au cœur de la santé globale. Et puis un autre terme que vous avez énoncé, c'est la durabilité. Dans le fond, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais on en a quand même parlé à plusieurs reprises. Si la santé, le secteur de la santé était un pays, ce serait le 5e émetteur de gaz à effet de serre. On est extrêmement polluant en matière plastique, on est extrêmement polluant en consommation énergétique également. On doit balayer dans nos ports. On doit développer des actions de santé en réfléchissant comment faire pour qu'elles soient le plus économes sur le plan du carbone et sur le plan de la pollution écologique. Et puis le tout dernier, c'est pas simplement parce qu'on est à Genève qu'on a pensé à cela, et ça a été dit plusieurs fois par ici, c'est les droits humains, vous avez parlé des libertés, etc. La santé publique, d'une façon générale, la santé globale, est souvent liberticide, au sens où elle peut priver des libertés, et elle doit mettre les droits humains au cœur de son action, c'est-à-dire qu'on a parlé de la notion de la consultation, et vous avez parlé du tripode avec le public, le politique et l'expertise. Il est clair qu'il n'y a pas de santé globale sans qu'il y ait une préemption démocratique du débat. Ce n'est pas la République des experts, c'est vraiment un souci permanent de réfléchir à la violation éventuelle des droits. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est justifiable et justifiée? Et surtout, est-ce qu'elle est acceptable et acceptée? C'est un peu ça les dimensions de la santé globale. Je crois que vous n'avez rien appris de très nouveau, peut-être à part le système de thinking. Moi, je trouve quand même que c'est intéressant à entendre, personnellement. Moi, merci pour moi. Mais je suis certaine que ça a intéressé beaucoup de monde aussi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, évidemment. Professeur Autran. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment un débat extrêmement intéressant. Et merci, Marie-Paul et Antoine, d'avoir rappelé que c'est quand même l'accès aux antirétroviraux qui a permis ce mouvement de progrès qui permet de considérer les pays du Sud non pas comme des pays pauvres qu'on va secourir de temps en temps, mais comme des vrais partenaires. Et dans le modèle, alors j'ai deux questions. Dans le modèle de l'accès aux antirétroviraux, en fait, le concept, c'est les pays riches payent pour les pauvres. On paye cher les médicaments dans le Nord et ça permet de guider des prix, je suis un peu réductrice en disant ça, mais des prix faibles pour les pays du Sud. Et donc, ma première question, c'est est-ce que cette stratégie-là, elle est applicable à une stratégie de vaccination en temps de crise, ou bien ça va pour une maladie qui est installée, mais les mécanismes sont trop lents pour l'accès au vaccin? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je suis très admirative devant le MLMD Hub, et j'ai quand même une question qui est, c'est pas n'importe quel pays africain, c'est l'Afrique du Sud, qui a quand même une des meilleures universités du monde. Les pays qui vont savoir développer, c'est le Brésil, c'est l'Inde et la Chine. Quid des autres pays africains, les petits, les pauvres pays africains, le Mali, le Malawi, le Rwanda? Voilà, deux questions. Alors, pour ce qui est de l'accès aux médicaments antirétroviraux, en fait, quand on dit les riches payent pour que les pauvres aient des produits moins chers, c'est plus vraiment le cas dans le modèle du sida. Parce que ce que tu vois, c'est que, en fait, les producteurs qui fournissent les médicaments en Afrique, les antirétroviraux, ce sont les génériques, ce sont plus. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il a fallu que les grands producteurs, les originateurs, acceptent qu'en fait, dans ces pays-là, pour eux, il n'y a pas de marché. Et que, donc, plutôt que d'essayer de produire eux-mêmes, de produire moins cher et de les vendre, en fait, ils faisaient aussi bien de se dire on donne une licence et ils se débrouillent. La seule chose qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'il y ait une perméabilité de marché et que ça revienne chez eux. Donc, quand on peut mettre ça assez bien sur la table, ça marche. Par contre, le médecin Stratton-Pool essaye maintenant depuis 2 ou 3 ans d'étendre le modèle aux maladies non transmissibles, cancer, diabète, etc. Et là, c'est extrêmement difficile parce que, bien que, en fait, pour ces produits-là,
il n'y a pas de marché pour les produits antidiabétiques qui ne sont pas vendus en Afrique, peut-être en Afrique du Sud, mais pas beaucoup. Les producteurs ont vraiment, il n'y a pas cette éducation qui a été faite par le biais du SIDA pour se dire oui, nous on ne va pas fournir, donc donnons une licence. C'est encore extrêmement difficile, le modèle n'est pas encore applicable pour les autres. Et donc il va falloir, alors la situation commençait un peu à se relâcher parce qu'il y avait beaucoup de discussions, de licences obligatoires, et on décidé, oh là là, si on ne joue pas, on va avoir des licences obligatoires, mais maintenant, comme on n'en parle plus trop, ça devient difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour... est-ce que tous les pays peuvent devenir des producteurs? Alors non, et sûrement pas tout de suite, mais ce qu'il faut, une des conditions, le sine qua non, c'est d'avoir une agence de réglementation qui est compétente, parce que c'est quand même l'agence de réglementation qui doit assurer la qualité de ce qui est produit dans le pays, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, mais on peut avoir des pays, par exemple le Rwanda, est une autorité réglementaire qui n'a pas tout à fait au niveau, mais qui ne va pas tarder à l'être. Le Nigeria, on arrive là aussi, le Ghana, donc il y a des vrais progrès. Et puis après ça, c'est pas forcément nécessaire que tout soit produit partout. Ce qu'il faut, ce que je disais, c'est qu'il faut avoir des alliances régionales ou sous-régionales pour se partager les responsabilités. Certains pays peuvent être responsables de flaconnage, ou peuvent être responsables de production de matières premières, etc. Donc il faut avoir des ententes internationales et donc monter tout un réseau et pas seulement un producteur unique par pays. Alors on a 15 dans le projet de hub de l'ARN messager, il y a 15 partenaires dans les pays du Sud qui veulent acquérir la technologie. Alors est-ce que je crois vraiment que les 15 vont réussir? Sans doute non. Parmi là-dedans, il y a des gros. Il y a Bangladesh, il y a Incepta. Incepta, c'est un nouveau sérum issu de l'India. Il y a Biological E en Inde. Il n'y a pas de doute. Mais on peut être surpris parce qu'on avait eu un projet de transfert de technologie pour le vaccin grippe de 2006 à 2007 et on voit des pays comme le Vietnam qui ont fait très très bien, à petite échelle, mais très très bien. Ce qu'il faut pour ça, c'est avoir une vraie volonté politique. Une volonté politique et une situation politique stable qui dit on le veut parce que c'est une question de souveraineté nationale et on va le supporter même si c'est à petite échelle. Si on a des problèmes politiques et un misalignment au niveau politique dans le pays, on ne va nulle part. Peut-être pour compléter, parce que si on n'est pas dogmatique, on accepte qu'il y ait plusieurs voies possibles. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est intéressant. D'abord, dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS, beaucoup sont génériqués aujourd'hui. Beaucoup sont des anciens médicaments. Alors je pense qu'il y a deux pans différents et deux types d'actions différentes. Il y a ceux où il y a encore une licence, une patente, et puis ceux qui sont génériqués. Mais pour ceux qui sont génériqués, l'exemple que je voulais vous parler avec vous, c'était celui de Novartis Access. Je ne sais pas si vous connaissez Novartis Access, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est for profit. Ce n'est pas du tout une action philanthropique de la fondation Novartis. Non, c'est Novartis Corporate qui décide de faire du volume en Afrique. Donc on n'est pas dans les riches qui aident les pauvres ici, pas du tout. On fait du business. Et Novartis Access propose 30 médicaments, génériqués tous, pour $1 par mois, avec des accords avec des gouvernements. Et dedans, c'est entièrement pour des maladies chroniques. Peut-être qu'il y a quelques maladies non transmissibles, mais c'est essentiellement du non transmissible. Mais justement, c'est des médicaments, des maladies comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'hypercholestérolémie. Il faut savoir que la population vieillit et qu'elle fait face à ce double fardeau aujourd'hui. Et il y a aussi d'ailleurs le traitement du cancer du sein. Donc on peut penser que $1 par mois, c'est quelque chose qui est abordable pour un grand nombre de la population de ces pays. Et pour ceux qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, la philanthropie peut éventuellement aider à passer ce cap et à permettre le traitement. Mais je pense que ce sont ce type d'initiatives qui sont potentiellement intéressantes en complément des initiatives qui sont des initiatives de transfert de technologie, de fabrication de médicaments sur place. Une question à Kenny également. Vous avez dit à 2 reprises, j'ai bien relevé dans votre exposé, que pour la production d'un vaccin en Afrique du Sud, qu'il fallait les vendre.
qui va acheter ces... Je ne vois pas des pays déjà qui sont en difficulté sur le plan financier, faire des stocks pour quelque chose d'hypothétique. Bon, donc ça me paraît quand même un pari sur l'avenir. Alors vous êtes probablement convaincu qu'on va avoir une nouvelle pandémie dans 1 an, 2 ou 3 ou 4, mais bon, moi je suis plutôt optimiste, donc je crois qu'on n'en aura pas dans les 5 ans qui viennent. Il faut demander la date, Michel Goldman. Il est bon pour fixer la date du prochain. Donc en fait, j'ai relevé ça dans votre exposé, donc j'imagine que ça vaut, que c'est quelque chose quand même qui vous, enfin, en tous les cas, qui pose question. Alors il est sûr que ce qu'on voit, c'est que dans les 15 pays qui sont des récipiendaires de la technologie, il n'y en a plus aucun qui veut faire du vaccin Covid. L'essai clinique, la validation de la plateforme va se faire avec Covid, c'est parce qu'on a tellement de données sur les vaccins ARN de Covid que ça permet de valider la technologie. Mais après ça, personne n'est intéressé, même les Africains du Sud. C'est même difficile de faire l'essai clinique parce qu'ils disent pourquoi est-ce qu'ils feraient un autre clinique qui va aller nulle part. Mais l'idée, donc, et c'est pour ça que c'est important d'avoir mis en place un réseau d'académiques, en fait, d'organisations de recherche, qui travaillent sur un pipeline. Et donc, il y a, selon les régions, ils travaillent sur des produits différents. Il y en a pas mal qui travaillent sur du vaccin RSV, sur du Rift, sur l'Afrique du Sud elle-même a des produits, des projets sur le vaccin TB. Et en fait, le MSC sud-africain est une des organisations de recherche les plus avancées dans le domaine du développement justement de la compréhension de la tuberculose. Et c'est un des seuls pays où on peut faire des essais de tuberculose d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent mettre en place une production de vaccins qui sont intéressants pour eux, pour la santé publique, dans leur pays. Alors, l'avantage aussi du vaccin ARN messager, c'est sa versatilité, parce que c'est une plateforme. Et donc, si vous savez faire un vaccin Covid-mRNA, vous savez faire un vaccin pour le pathogène X, peu importe. Parce que, en fait, vous transférez, vous avez un autre gène et puis vous faites la même chose. L'autre avantage, c'est qu'au contraire des technologies habituelles, dans lesquelles, pour passer à une échelle supérieure, vous devez changer d'équipement. Par exemple, si vous faites la culture cellulaire, vous avez des flasques, vous avez des petits fermenteurs, des grands fermenteurs et des énormes fermenteurs. Alors, pour l'ARN messager, c'est pas comme ça. Vous avez une machine pour le faire, et après ça, si vous voulez faire plus, vous faites une machine, 2 machines, 3 machines, 4 machines. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, quand vous n'avez pas besoin de beaucoup de production, vous faites quelque chose de très petit, mais vous pouvez quand même continuer à faire du produit. Si vous avez besoin de plus, vous multipliez le nombre de machines que vous faites marcher. Donc c'est pour ça que et vous pouvez aussi, et c'est CureVac qui était le champion pour ça aussi, dire en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs produits en parallèle. Et on peut le faire même dans le même local de production. Vous faites dans un de vos systèmes, vous faites du Covid, dans l'autre, vous faites de la TB, dans l'autre, vous faites, etc. Donc, c'est une façon de produire qui a ses complexités, mais qui est plus simple, notamment d'un point de vue de la stérilité et la mise en œuvre que d'autres technologies, pour lequel la multiplication ne demande pas un changement d'échelle, qui fait qu'en fait, ça pourrait être relativement facile de pouvoir arriver à œuvrer vers une durabilité. Mais malgré tout, ce produit qui va être fabriqué, alors que ce soit n'importe quoi, du Rift, de la TB ou autre chose, il va falloir que ces producteurs trouvent quelqu'un qui va les acheter. Et c'est là que vient le côté vraiment de la besoin que les pays travaillent sur leur politique publique, de façon à ce qu'ils considèrent que aider ces producteurs à trouver un débouché est une assurance qu'ils prennent eux-mêmes pour se garantir pour le cas de la prochaine pandémie. Il y a des pays, par exemple le Maroc et la Tunisie, qui ont déjà des politiques publiques en place pour pousser la production locale. Au Maroc, en Tunisie, si vous avez des producteurs génériqueurs locaux, c'est acceptable qu'une partie de l'achat public se pose sur ces produits-là, quand bien même ils doivent, parce que pas seulement que ce soit acceptable, ils doivent se poser une partie, pas la totalité, mais une partie du volume doit se faire sur des producteurs locaux quand ils existent, de façon à pouvoir les maintenir. Et c'est quelque chose pour lequel les autres pays doivent travailler aussi, et ne voir pas toujours que le premier objectif, c'est d'obtenir à la dose le prix le plus bas. Est-ce qu'on a encore des questions ?